Mais le vœu de limitation de mandat est resté. Hein? Article 55. Article 55. Et l'article 183 vient consolider l'article 55 pour dire que toi, Ouattara, là, ton mandat, là, ça se limite qu'à 2. Et là, nous avons les tests pour nous orienter dans notre participation à ces genres d'activités. Et quand on a fini de parler des droits et des obligations, on doit pouvoir conclure que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions disciplinaires. Donc on a un statut de règlement intérieur et quand on est militant, on doit pouvoir s'y conformer. Nous savons qu'aujourd'hui à Orléans, il y a les camarades qui veulent bien adhérer au parti, mais en même temps, il faudrait leur parler du contrat qui doit leur lier au parti avant qu'ils ne prennent l'engagement. Parce qu'il y a des gens qui prennent la fiche d'adhésion, qui adhèrent, parce qu'ils veulent obtenir une carte d'adhésion pour la montrer aux gens, mais dans le fond, ils ne marchent pas selon les règles du parti. Donc, l'engagement d'un parti, c'est un contrat qu'on signe, et celui qui doit pouvoir s'engager doit aussi pouvoir disposer des conditions avant de s'engager librement. C'est ce que je voulais partager avec vous sur l'engagement militant et les droits et devoirs des militants. En tout cas, merci pour votre attention. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le camarade Bokoni qui va vous parler de l'opportunité de la candidature de Jean Gbagbo. Et après, on va passer la parole au conseiller et nous allons pouvoir maintenant échanger entre militants. Merci. Alors, camarade, je te remercie. Camarade de mes unions, sois salué. Camarade conseiller, sois salué. Camarades militants, et je dirais sympathisants et sympathisantes, soyez salués. C'est un plaisir immense de nous retrouver aujourd'hui à Orléans ensemble. Il fait beaucoup froid. Il caille même. Même dans la salle ici, il fait froid. Mais quand même, on est là et on parle de Gbagbo. On parle de Gbagbo et on parle aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes attachés à notre pays. Nous avons un amour immense pour notre pays. Et on sait qu'aujourd'hui, le camarade du PDC va m'excuser un peu. Je m'excuse d'ailleurs, il n'était pas salué. Je voudrais te saluer. Tu peux te présenter s'il te plaît? On puisse t'appeler. Moi je suis M. Esmaël Théodore. Esmaël Théodore. J'habite à Orléans depuis des années. Nous sommes tous des frères ici. Et je suis le vice-président du parti PDCI à Orléans. Merci. Merci. Ah, merci. D'abord, quand je dis que tout ce qui est des réunions du PPACI, du FPI, j'ai toujours été présent depuis des années. D'accord. Parce que les idées de Gbagbo, je suis avec lui. Merci. Bon, je peux laisser ça. Merci camarade, merci beaucoup. Merci frère. Merci. C'est un Ivoirien, pour ainsi dire. Donc, je disais tantôt, on est tous là, c'est vrai qu'on aime la Côte d'Ivoire. Mais on sait aujourd'hui que l'homme qu'il faut pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails s'appelle Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qu'il faut aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître ce qu'on appelle la prospérité, le développement réel qui met au centre l'être humain, c'est-à-dire les Ivoiriens. Ce n'est pas le développement à marche forcée de Draman Ouattara qu'il est en train de faire là, du président Ouattara. On est dans le cadre du parti, donc on va essayer de diluer un peu les propos. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo qu'il faut. Et donc, c'est pourquoi on a tenu à venir à Orléans. Parce que Orléans, c'est une grande ville qui abrite beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens vivent ici à Orléans. Et donc, laisser Orléans sans une section du PPACI,
c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, il fallait qu'on vienne ici, parler avec vous, vous écouter, et puis jeter les bases d'une section. Parce que c'est les sections qui font vivre un parti. C'est les structures de base qui font vivre un parti. Un parti n'est rien sans les militants. Le président Longo lui-même l'a dit. Un parti qui n'existe pas sur le terrain n'est pas un parti politique. Or, c'est les structures de base qui font vivre le parti sur le terrain. Donc, c'est vrai, on parle de la candidature du président Laurent Gbagbo. Nous tous ici sommes convaincus que c'est le président Gbagbo qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir des griffes de l'Occident. Mais si on ne travaille pas sur le terrain, si on n'est pas sur le terrain, s'il n'y a pas de structure de base sur le terrain, eh bien, le président Gbagbo, ça sera difficile qu'il accède au pouvoir. C'est pourquoi nous avons pris sur nous, nous avons pris le courage de venir à Orléans, venir vous entretenir. Camarades, les élections qui s'annoncent en 2025 sont véritablement capitales pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Quant à nous, le PPACI, nous avons choisi à la convention du 10 mai le président Laurent Gbagbo comme notre candidat pour nous représenter. Mais, comme le parti au pouvoir sait que notre cheval gagnant, notre candidat idéal, je dirais notre caricaturé, notre messie, c'est le président Laurent Gbagbo. Alors, ils ont décidé de le frapper d'une injustice. Aujourd'hui, par des artifices politiques, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc pour eux, il ne peut pas être candidat. Mais il y a d'autres personnes qui diraient, bon, au Sénégal, le même cas s'est produit là-bas et les Sénégalais ont pris Diomaye Faye à la place de Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même cas. Au Sénégal, les Sénégalais se sont battus d'abord. Ils se sont battus et c'est à la dernière minute que Sonko, malgré étant amnistié, il ne pouvait plus aller et donc il a laissé Diomaye Faye aller aux élections. Mais nous aujourd'hui, nous avons le temps. Nous avons non seulement le temps, et nous avons ce qu'il faut. Nous avons le nombre qu'il faut pour contraindre M. Ouattara à réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que si nous acceptons cette injustice, eh bien, ça va se reproduire dans notre pays à chaque fois qu'un dictateur sera face à un opposant potentiel, eh bien, il va, par des artifices politiques, l'écarter tranquillement. Donc, ce n'est pas bon pour la postérité d'abord. Ce n'est pas bon pour la postérité, parce que si on laisse ça comme avenir à nos enfants, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon aussi pour notre parti. Parce que si on accepte cette injustice et qu'on prévoit un plan B, qu'est-ce qui prouve que
M. Ouattara ne va pas, par les mêmes complots, disqualifier notre plan B. Et peut-être, on va passer encore à un plan D ou à un plan C. Ce qu'il a fait au plan B, il peut faire la même chose au plan C. Et ainsi de suite. Parce que M. Ouattara sait qu'il ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Il sait qu'il ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Et il sait qu'il ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il va faire, comme il a caporalisé les institutions de l'État, le candidat qui se dressera contre lui, qui est potentiel, qui est populaire, comme le président Gbagbo, eh bien, il va tout faire pour l'écarter. Donc, c'est à nous. C'est à nous de prendre conscience de cet état de fait et de se mettre en ordre de bataille pour réparer l'injustice qui est faite au président Gbagbo d'abord. Il faut qu'on se mette en ordre de bataille pour réparer l'injustice qui est faite au président Gbagbo d'abord. Après ça, notre président, le président Gbagbo, ira tranquillement aux élections et il va gagner les élections en 2025. Il va fixer le clou comme il a dit et après, la République sera normale maintenant. Et tous les Ivoiriens pourront se présenter à l'avenir comme cela a été le cas en 2010 quand le président Gbagbo était au pouvoir. Parce que le président Gbagbo, c'est un démocrate, c'est un républicain. Il ne faut pas qu'on laisse le pays demeurer dans cette situation de parti d'État. Le RADP aujourd'hui est un parti d'État. Est un parti État, je dirais. Un parti État. Tu es RADP, tu as le droit à l'emploi. Ils ont créé un site d'emploi qu'ils appellent e-emploi. Il faut être militant, il faut avoir un numéro de carte de membre RADP pour pouvoir avoir un emploi à travers ce site-là. Tu es RADP, tu as le droit de manifester en Côte d'Ivoire. Tu es RADP, tu as le droit de critiquer en Côte d'Ivoire. Tu es RADP, tu as le droit de voler en Côte d'Ivoire. Tu es RADP, tu as le droit de corrompre. Tu as le droit de tout faire quand tu es RADP. On a vu les Adama Bitogo qui ont volé 600 milliards. On ne sait pas entre Alassane Ouattara et Adama Bitogo, on ne sait pas qui a volé. Alassane Ouattara dit 600 milliards ont disparu du côté de Sinédaï. Sinédaï dit qu'ils ont fait le point à l'État. Bon, ils se rejettent la faute. On ne sait pas qui a volé l'argent des Ivoiriens. 600 milliards. Mais personne n'est inquiété. Au niveau du fer, Lassina Djabi a détourné devant tout le monde. C'est eux-mêmes qui ont dit. 100 milliards de francs CFA. Ils ont pris Lassina Djabi, ils l'ont envoyé à Samatigila dans son village. Ils l'ont interdit de voyager. Après, ils l'ont remis encore. Ils l'ont promu encore à un autre poste. Si ce n'est pas Gbagbo qui est en train de détruire aujourd'hui, qui a lancé une guerre contre les Ivoiriens, en train de démolir leur maison, il a détourné 100 milliards du côté de l'Université de Côte d'Ivoire. On ne sait pas, l'argent est parti où, mais il est promu à des postes. Donc quand tu es RADP, tu as le droit de tout faire en Côte d'Ivoire. Mais quand tu n'es pas RADP, quand tu critiques, on te met en prison. Comme le cas de notre frère Gala Kolibi, comme le cas de notre frère Steve Biko, comme beaucoup d'autres cas, Dosso Rodel, qui est secrétaire général adjoint du PPACI, parce qu'il a coaché la société civile dans une manifestation. Manifestation qui est garantie par la Constitution en son article 20. Tu n'as pas le droit de manifester. Tu n'as pas le droit de parler avec qui que ce soit. Aujourd'hui, l'ordonnance que M. Ouattara a signée,
l'ordonnance de 2024, juin 2024. Cette ordonnance-là muselle carrément la société civile. Avant de prendre cette ordonnance, M. Ouattara a fait passer la loi, l'article 185, alinéa 2. L'article 185, alinéa 2. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on arrête Barokone et que le camarade Chaud dit « Je ne suis pas d'accord du fait qu'on arrête Barokone », automatiquement, le camarade Chaud est frappé de la même peine que Barokone. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de liberté. Au-delà de ça, vous-même vous voyez la situation économique de notre pays. Regardez la situation économique. Une flambée sauvage, jamais observée dans notre pays. Une flambée sauvage du coût de la vie. Le riz, on ne peut plus acheter. L'huile, on ne peut plus acheter. Le sucre, on n'en parle pas. C'est-à-dire que les denrées de première nécessité même, on ne peut plus acheter. Le transport, on ne peut plus. C'est-à-dire que tout est devenu cher. Et sans gêne, il va augmenter le carburant à la pompe. Sans gêne, il augmente le coût des médicaments. Sans gêne, il augmente les inscriptions à l'école. Sans gêne, il suspend les bourses des étudiants, les bourses des élèves. Bon, pour couronner le tout, il déclare une guerre au peuple de Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un peut se lever à minuit, avec des bulldozers, des caterpillars, pour aller réveiller des gens dans leur sommeil et puis casser leur maison? Et puis casser leur maison, sans au préalable les indemniser, sans au préalable leur dire où ils vont. Ça, c'est pas la guerre, ça. Et c'est comme ça que les terroristes se comportent dans le Sahel. Parce que les terroristes, ils viennent la nuit, et puis ils allument les maisons des gens. Ils incendient les maisons des gens, ils incendient les récoltes, et puis ils leur disent quittez. Ils les chassent. C'est ce que Ouattara fait. C'est ce que le ministre Dalan Didia a qualifié de terroriste d'État. De terroriste d'État. Nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays un terroriste. Un terroriste. Et c'est lui qui regarde le président Gbagbo dans les yeux et il dit qu'il n'est pas éligible. Comment? Un homme qui s'est battu depuis son jeune âge pour les Ivoiriens, qui a sacrifié sa jeunesse, qui a accepté d'aller en prison plusieurs fois pour son pays, qui s'est battu pour le multipartisme, pour que toi-même, Ouattara, tu sois capable d'être candidat ou d'être président d'un parti politique. L'homme qui s'est battu pour ça. L'homme qui a fait de toi candidat, alors que d'autres t'avaient, on va dire, renié ce droit à juste titre. L'homme qui a fait de toi candidat au nom de la paix. Aujourd'hui, toi qui te dis oufouettiste, tu viens regarder le président Gbagbo dans les yeux pour lui dire qu'il n'est pas éligible. Nous là, on va voter qui? Si le président Gbagbo n'est pas éligible là, nous là, on va voter qui? Nous là, on va voter pourquoi?
faut le dire. Et il faut être clair. Aujourd'hui, la grande majorité des Ivoiriens a fondé son espérance sur le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. Ils patientent dans leur souffrance parce qu'ils se disent que 2025, ça va prendre fin. Et que le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir. Et comme il a dit, il va indemniser, il va dédommager les victimes de toutes les crises. Il va mettre fin aux démolitions sauvages. Il va mettre fin à un certain nombre de choses. Et il va mettre en ordre la République. Il va faire la santé gratuite, l'école gratuite. Il sait le faire. Il l'a déjà fait. Et donc, la vie, le coût de la vie. Et un homme vient s'asseoir pour dire que ce gars-là, ce monsieur-là, ne peut pas être candidat, ne peut pas compétir. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas l'accepter, chers camarades. C'est pourquoi nous sommes là. Pour vous mettre en ordre de bataille. Parce qu'une section, c'est ça aussi. Ça c'est une section. C'est de maintenir la flamme militante là où on habite. Il faut que Orléans se mette en ordre de bataille pour 2025. Quand je dis ordre de bataille, il n'est pas dit d'aller prendre les armes. Mais comme nous savons le faire de façon démocratique, tous les outils démocratiques que nous avons en nos possessions, eh bien nous devons les utiliser. Nous devons les utiliser pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat en 2025 et qu'il gagne le pouvoir. Donc, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions et à vos préoccupations. Je laisse la parole aux camarades. Je vous remercie. Donc, bonjour les camarades. Moi, c'est le camarade Ado Thierry Gosson. Je suis membre du conseil consultatif de la représentation. Je ne vais pas être long, j'accompagne les camarades Achaud, donc l'administrateur général de la représentation, et le camarade Gbagbo Koné, délégué à la mobilisation. Je reviendrai juste simplement sur les propos du camarade Achaud sur le militantisme. Donc aujourd'hui, Orléans est une place forte vu la communauté ivoirienne qui réside dans cette ville-là. Il est très important que le PPACI s'y implante, vu qu'il y a beaucoup de sympathisants et de militants qui viennent d'ici, et que vous vous organisiez pour pouvoir former une section. Le camarade Achaud a donné au moins les différentes typologies de militants pour vous faire comprendre que militer aujourd'hui au PPACI, c'est militer pour un développement complet, sociologique et politique de la Côte d'Ivoire, dans le sens d'un bénéfice complet pour les Ivoiriens. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, on ne fait pas la politique, comme on va dire, je dirais simplement, pour paraphraser le président Laurent Gbagbo, si quelqu'un a envie d'être riche ou de gagner de l'argent, qu'il aille créer des entreprises, qu'il aille se battre, qu'il aille chercher à faire des affaires pour devenir riche. Mais on n'est pas riche en faisant de la politique ou en ayant s'installé dans la fonction publique. Là, excusez-moi de la paraphrase, on va devenir voleur. Chaque voie pour mener à une situation, il y a chaque voie qui existe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une période vraiment, on va dire, difficile, vu les gens qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire et qui dirigent ce pays-là. Le camarade Gbagbo Koné a dépeint un tableau sur tout ce qui est cherté de la vie, c'est-à-dire la vie au quotidien, la sociologie. Donc il est important, puisque ce sont des décisions politiques, des décisions de dirigeants qui peuvent soit changer l'aspect de la vie que toute la sociologie va mener, ainsi de suite. Donc il est important de militer dans le parti qui va défendre ces valeurs. Ensuite, le camarade Gbagbo Koné
a parlé de la candidature du président Laurent Gbagbo. Pour enchérir sur ce qu'a dit le camarade Gbagbo Koné, le président Gbagbo est vraiment, j'allais dire, la personne idoine à la tête de la Côte d'Ivoire. D'aucuns auraient pu me dire, oui, ben, vous êtes membre militant du PPACI, c'est que ces propos-là que vous pouvez tenir. Mais en fait, il faut suivre le programme du président Laurent Gbagbo et pour pouvoir comprendre. Depuis, comme il a dit, sa jeunesse, le président Laurent Gbagbo a un programme pour la Côte d'Ivoire et un programme qui suit dans les différentes phases de la lutte. 90, lutter pour le multipartisme, pour que les gens puissent s'exprimer et que chaque parti puisse présenter à la population son programme de gouvernement, son programme de société. 2000, gouvernement. Monsieur Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, veut dérouler son programme qui ne plaît pas à ses adversaires en face et qui ne sont pas aussi démocrates que lui, il a été durant tout son parcours. Ça nous a entraîné cette crise qui a eu son épilogue avec la crise post-électorale de 2010. Mais malgré ça, le président Gbagbo encore, dans cette crise-là, a, vous voyez par exemple, autorisé tous les candidats à se présenter pour qu'il y ait cette fin de crise, pour qu'on règle la crise politiquement et qu'on avance maintenant sur le développement sociologique de notre pays. Pour revenir encore pour dire que le président Gbagbo est le meilleur candidat, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous reprenez un peu, pendant la période de campagne, les propos du président Ouattara, il avait dit lors d'un de ses meetings qu'il lui fallait juste 12 000 milliards pour transformer la Côte d'Ivoire en un paradis. Alors, donc, moi, la question qu'on allait lui poser, pour transformer la Côte d'Ivoire avec les 12 000 milliards, le paradis, c'était quoi? Le paradis infrastructurel. Donc, on va voir tous les immeubles les plus hauts du monde sortis de terre et on va les admirer, on ne saura pas quoi en faire. Ou il y aura un développement, d'abord, un développement de l'humain qui va permettre de sous-tendre ces activités parce que toutes ces infrastructures contribuent à notre mode de vie parce qu'on a besoin des routes pour pouvoir échanger. Si j'ai de la marchandise à Abidjan, que je veux aller la vendre à Gagnoa, il faut bien que j'ai des routes pour pouvoir accéder à Gagnoa. Donc, faire des routes, c'est pas ça, c'est ce qui est normal. Parce que dans notre mode de vie, on y a besoin. Le développement principal, c'est notre développement à nous. Comment on vit, où on va. Est-ce qu'on crée des richesses? Est-ce que notre économie nous appartient? C'est ça le développement. Et ça, dans les 12 000 milliards de Ouattara, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous pouvez regarder, j'ai regardé sur le dernier Afrique Search de la semaine dernière, la Côte d'Ivoire a une dette précise de 27 848 milliards. Est-ce que vous sentez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un paradis? Pas du tout. Question. Donc, voter pour le président Gbagbo, c'est plus simple. Parce que le programme du président Gbagbo est un programme normal, c'est un programme humain qui permet le développement déjà de l'Ivoirien et va permettre le développement de la Côte d'Ivoire et permettre d'avoir une vie meilleure pour tous les Ivoiriens. Et c'est ce que l'on recherche. C'est ce que je tenais à dire. Et pour finir, je tenais à dire, j'insiste aussi pour que vraiment au niveau du PPACI, ici, les militants, les sympathisants, vous puissiez vous organiser et pour pouvoir créer cette section-là qui va vraiment développer les idées et le message du parti au niveau d'Orléans. Merci à vous, camarades. Voilà. Je voudrais aussi toucher un point. Parce que là, vous avez entendu le porte-parole du gouvernement de M. Ouattara, Coulibaly, Amadou Coulibaly. Déjà, non? Il dit qu'aujourd'hui, toutes les couches de la société ivoirienne demandent à M. Ouattara d'être candidat. Est-ce que vous l'avez demandé d'être candidat, vous? En tout cas, moi, je ne suis pas parmi ceux qui demandent à ce cas-là. Moi, je suis pas dedans. Mais comment? Comment? Toi-même, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo au micro d'Alain Foucault, c'est toi-même qui a écrit ta constitution 2016
personne ne t'y a obligé. Il y avait la constitution de 2015. De 2000. Tu as sauté les verrous de limitation d'âge. Mais le verrou de limitation de mandat est resté. Hein? Article 55. Article 55. Et l'article 183 vient consolider l'article 55 pour dire que toi, Ouattara, là, ton mandat, là, ça se limite qu'à 2. Et Bakongo, qui est devenu monsieur Bulldozer aujourd'hui, au lieu d'être constitutionnaliste, au lieu d'être homme de droit, il est devenu homme gâteur. C'est-à-dire qu'il gâte tout. Normalement, c'est lui qui devait s'appeler Pancho le gâteur. Mais ils ont donné ça à Pancho. Mais lui, il est pire que Pancho. Il détruit les vies des gens. Il humilie les familles. C'est du jour au lendemain, il fait changer de cadre de vie, de quartier des gens. Les gens de Williamsville, ils se retrouvent au cimetière. De Port-Bouet, ils se retrouvent au cimetière. Ils vont cohabiter avec les cadavres, avec les morts. C'est Bakongo qui fait ça. Mais Bakongo, constitutionnaliste en 2020, a dit quoi? Quand on lui a demandé, est-ce que M. Ouattara peut être candidat? Il a dit non, M. Ouattara ne peut pas être candidat. On dit, prouvez-nous. Il dit article 55 et article 183. M. Ouattara lui-même, quand Macron l'a coincé, pour dire Joe, ton affaire là c'est comment? Il a dit c'est par cas de force majeure que lui il a été candidat en 2020. Cas de force majeure. J'ai fouillé dans la constitution de notre pays. J'ai regardé de fond en comble. Il n'y a pas de cas de force majeure. Cas de force majeure n'est mentionné nulle part. Mais quand même, sur la base de cas de force majeure, il a eu le soutien de Macron et il a fait un passage en force en 2020 qu'on appelle coup d'état constitutionnel. C'est le président Lombo qui a trouvé le mot juste. C'est un coup d'état civil. C'est pourquoi quand on lui demande de condamner le coup d'état dans le Sahel et en Afrique un peu, il dit on ne peut pas laisser le coup d'état de Ouattara, le coup d'état civil et condamner le coup d'état militaire. Un coup d'état est un coup d'état. Donc M. Ouattara a opéré un coup d'état en 2020 avec à la clé 80 morts officiellement, mais officieusement des centaines de morts. Des centaines de morts. Mais quand il regarde son louvoiement ces temps-ci, M. Ouattara, tu te rends compte qu'il s'apprête à faire pire que ce qu'il a fait en 2020. C'est-à-dire, il veut faire un passage forcé, un deuxième coup d'état constitutionnel. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour terminer ce qu'il a commencé. Parce que là, ils ont dit qu'ils ont suspendu les démolitions des quartiers. Ils ont suspendu. Ils n'ont pas arrêté totalement. Ils ont suspendu. Ça peut reprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour venir casser les maisons des gens. C'est pour venir rendre la vie de plus en plus chère. C'est pour aller prendre crédit partout. Pour endetter les fœtus qui sont même dans les ventres de nos femmes. Endetter tout le monde, mettre sur la tête de tout le monde des crédits. C'est pour rendre la vie chère. C'est pour faire la promotion de l'homosexualité, faire la promotion de tout ce qui est dépravation de nos mœurs. Alors, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter un 4e mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara. Ça, je voudrais insister là-dessus. Nous n'accepterons pas un 4e mandat de M. Ouattara. Donc, je m'arrête là. Je répète à vos questions. Alors, si vous permettez, moi, communément, on m'appelle Démézognon. Je me lève pour certaines personnes qui, bon, ici, nous nous connaissons. Communément, on m'appelle Démézognon. Et j'aimerais dire quelque chose après les propos, les allocutions de nos invités.
c'est que moi je veux plutôt apporter, on va dire, de l'eau au moulin du PPACI. Hein. J'aimerais plutôt abonder dans le sens de l'implantation du parti dans nos murs, pour ainsi dire. Là, j'articule pour qu'on se comprenne, d'accord? Sinon, Démé Oignon, c'est celui-là qui a un langage tranchant. Et Démé Oignon embêté, c'est le conseiller. Le conseiller, c'est-à-dire, je vais me passer de leur donner des conseils parce que je sais qu'ils en sont mus et chargés. Mais je vais juste attirer leur attention sur quelque chose qui, ma foi, est très important. Et il ne faut pas, je dirais, le balayer d'un revers de main. Quand bien même nous avons affaire au parti, à l'illustre parti du président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Il faut le signaler. Si vous pouvez prendre note, ça me plairait. Comme ça, vous le remonterez aux instances au sommet. J'aimerais que le PPACI songe à inclure dans son programme de gestion et ses statuts, mais pas des choses plutôt statutaires, mais on va dire dans tout ce qui est développement, d'accord? Il faut que le PPACI songe à rehausser, n'est-ce pas, l'espérance de vie des Ivoiriens. Quelqu'un peut-il me dire ici l'espérance de vie des Ivoiriens? Pour parler plus simplement, la moyenne, la durée moyenne de vie d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut-il nous le dire ici? Je vous permets de taper sur vos moteurs de recherche. Si, je vous invite à cet exercice. Faites-le s'il vous plaît, fais-le Anthony. Et tu le dis à haute et intelligible voix. C'est 54 ans. Chers amis, je suis plus vieux que cet âge. Je suis en France, je suis en vie. Je bénis l'Éternel. Alors, qu'est-ce à croire? Juste pour décrire la chose de façon banale. Nous avons des amis, des frères, des sœurs qui ont 53 ans. Alors là, quand il va arriver leur anniversaire, si nous sommes dans un film de fiction, hop, Awa va mourir à 54 ans, elle ne doit pas dépasser ça. Puisque c'est ce que Dieu nous a réservé, pour ainsi dire. Dis-moi, tu as quel âge? 53 ans et demi, ah, vis bien la demi-année qui te reste là. Parce que l'année prochaine, tu vas à Douf. Bon, pour ainsi dire, et en rigolant. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout ce qui est inscrit dans ce manuel, c'est vachement important et tout. Mais il n'y a pas ce facteur de reboisement de la Côte d'Ivoire. Je touche ça pour que aucun dirigeant ne vienne nous piquer cette idée. Maintenant, si tel est que c'est diffusé et qu'ils prennent ça aussi en compte dans leur programme politique, je dis Dieu merci. C'est pour relever l'espérance de vie des Ivoiriens. D'accord? Parce qu'il n'y a plus de reboisement en Côte d'Ivoire. Et du temps d'Oufou, on parlait de reboisement. Ce n'était pas seulement parce que c'était déboisé. Non. Le reboisement, c'est pour nous permettre de vivre sainement. C'est bizarre que les Africains, je dirais plutôt subsahariens, même peut-être maghrébins, mais je ne suis pas là-bas. C'est bizarre que nous soyons les seuls, ou peut-être les personnes qui n'avons pas retenu que quand nous étions à l'école et qu'on nous apprenait que nous dégageons et que les arbres transforment en... Il peut le dire fort, le monsieur qui parle, s'il vous plaît. Il m'aide beaucoup. Les arbres le transforment en... Qu'il nous renvoie. Bon, quelqu'un peut-il me dire, prenez tout de suite encore, vas-y, fais le frère, le boulevard Nangui à Brogoua. Montre-moi le seul arbre qui est là-bas. Bon. Abidjan, je suis ici, ça fait 25 ans, je suis allé une seule fois, en 2009. Donc je ne suis pas encore retourné. Mais je suis ici, on prend le téléphone tout de suite, on appelle deux de nos frères. À des endroits opposés. Entre les deux, il y a un qui a mal à la tête. Obligé. S'il n'a pas mal à la tête, il a les yeux rouges. S'il n'a pas les yeux rouges, il tousse beaucoup. Son nez coule. Est-ce que je suis là-bas? Non. Vous savez, c'est dû à quoi? Ah, mais justement à la pollution. Parce que nous n'avons plus d'arbres pour absorber tout ce qui est. Ce que vous connaissez, gaz carbonique et tout ça, hein, pour nous renvoyer de l'oxygène. Moi, je sais que quand Houphouët-Boigny était là, on avait beaucoup d'arbres. Et regardez ici, nous qui sommes ici, regardez les arbres. Ils ont différents noms. Mais il y en a qui plantent très souvent. Quand tu es dans un quartier, tu dis, oh, ça aussi, il y a dans mon quartier. Oh, ça aussi, il y a dans mon quartier. C'est pas parce que les maires, là, ils sont trop potes, ils ont envie de planter les mêmes arbres. Pourquoi on confond Saint-André à Sarah? Non. C'est des platanes, ça a un nom. C'est des arbres.
Et nous, on n'est pas obligé d'aller planter des platanes. On peut planter des manguiers, des corosoliers, des arbres fruitiers. Parce que même aujourd'hui, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, avant, on pouvait cueillir orange. Et l'arbre-là n'appartient pas à monsieur Babaché ou madame Sali qui gonfle son dos, ou Tanti Awa, ou tonton Kouadjo qui va s'énerver. Non, non, c'était des arbres fruitiers. On avait droit à cela. Vous savez, dans les programmes politiques, moi je conçois tout, hein, mais c'est que je n'ai pas jeté un coup d'œil sur tous les autres programmes politiques, enfin de gouvernance, mais je pense qu'il est très rare de trouver marqué noir sur blanc. Nous allons travailler à relever l'espérance de vie des Ivoiriens. Maintenant, ce que je donne là, ça c'est un exemple. Hein. Il y a plusieurs facteurs pour rehausser l'expérience de vie des Ivoiriens. L'espérance de vie, c'est-à-dire les soins, vous l'avez dit, les habitations, le travail, la santé, tout ce qui suit. Mais vous savez, dans notre pays, il faut reboiser. Non seulement ça donne du travail, ce qui préoccupe le PPACI, c'est-à-dire remettre les Ivoiriens au travail, hein, mais en même temps, ça nous donne une qualité de vie qui est telle que, regardez ici en France, les gens là, sans leur jeter la pierre, mais regardez nos frères noirs, parce que c'est nos frères dans l'humanité. Voilà. Regardez-les. Ils mangent quoi qui est mieux que sauce graine à foutu. Ils vont. Tu peux rire fort. Ils vont où? Qui ressemblent à des endroits sacrés où quand tu sors, Dieu vient de te oindre. Où ils vont? C'est leur église et puis il y a une petite partie et puis on a pris, puis on en a parlé. On sortit d'ici, on a toujours la même chose. Alors que nous sommes bénis par nos parents, oints par les mânes. Et nous marchons selon nos us et coutumes. Mais comment ça, c'est nous là qui allons, je vais dire, mettre de côté tout ce qui peut nous faire durer le plus longtemps sur la terre. Les gens, ils plantent des arbres. Mais regardez comment ils vivent. Durée moyenne d'un Français, tapez pour voir, c'est au-delà de 70 ans. Merci. J'ai envie de diminuer un peu. Ils vivent 80 ans. Moi, il y a un monsieur qui m'a parlé il n'y a même pas longtemps, il est devant moi, je vais abréger. Je lui ai donné, moi, à vue d'œil, 80 ans. Quand le gars m'a dit, il a 92 ans, je l'ai regardé, puis je lui ai demandé de toucher ma tête. Comme si c'est ça qui allait faire, j'allais vivre longtemps. Mais rien que tellement que ça m'a fatigué, je lui ai dit, monsieur, touchez ma tête. Alors, pour terminer, c'est pour dire, à Orléans, il faut une section du PPACI. Il faut que nous travaillions à cela, chers amis, pour sortir un peu de nos débats de salon. Et quand je le dis, ce n'est pas invectiver, ce n'est pas polémiquer, ce n'est même pas toucher du doigt quelque chose qui est méchant, mais c'est pour nous sortir un peu de nos endroits habituels et intimes, pour avoir un regard beaucoup plus large, c'est-à-dire une vue d'ensemble de la politique ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la politique ivoirienne, entre nous Ivoiriens, on parle de notre leader, nos partis auxquels nous sommes plus ou moins affiliés, auxquels nous avons adhéré, ou les personnes pour qui nous avons un penchant. Mais moi, j'aimerais vous inviter à aller au-delà de nos faibles pour les dirigeants. D'accord? C'est-à-dire, nous tous ici, peut-être en deçà de 2-3 personnes du PDCI, mais qui restent nos frères, nous sommes de bonne aloi avec le président Laurent Gbagbo, son parti et les idées du dit parti, n'est-ce pas? Mais ce que je vous invite à faire, c'est, en plus de cela, parce qu'il ne faut pas vous en défaire, en plus de ce que je viens de citer, il faut regarder la Côte d'Ivoire derrière notre leader. Donc tout en regardant le président Laurent Gbagbo, son parti, derrière eux, il faut regarder la Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo et son parti, et les délégués présents ici, que je félicite et que je remercie, travaillent pour la Côte d'Ivoire, pas pour autre chose. Si on a bien une et unique personne qui veut redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, qui veut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails et qui veut nous faire dire, quand nous sommes entre nous, je suis fier de mon pays. Le président Laurent Gbagbo, je n'en vois pas deux. Si vous n'êtes pas d'accord, n'applaudissez pas. Si vous êtes d'accord, faites semblant d'applaudir. Alors, je ne vais pas aller plus loin, de sorte à ce qu'on puisse échanger, poser des questions. Je vais me limiter à vous dire, encore une fois, merci pour votre présence. Hein, vous voyez, on n'a pas besoin d'être 100 000 pour dégager des idées efficientes. C'est fait. Maintenant, avec vos questions,
on va pouvoir éclairer vos lanternes et puis on va pouvoir élargir aussi le champ de discussion parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites. Ça se trouve, c'est vous qui les avez dans la bouche, dans la tête, sur la langue et puis dans vos pensées. Alors je vous remercie encore une fois et on attend vos questions. Merci. Merci bien. Je vais passer la parole rapidement. Je vais revenir en 1 minute sur ce qu'il vient de dire. Là, c'est vrai qu'il en a fait cas, c'est les statuts et règlements intérieurs du parti. Il faut dire que les statuts et règlements intérieurs, ce sont les règles qui régissent le fonctionnement de notre parti politique. Mais en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle le manifeste du parti. Le manifeste qui est en quelque sorte un livret condensé et du projet de société et du programme de gouvernement. Parce que d'abord, ce qu'on doit attendre par projet, parce qu'on ne sera pas académique, quand on parle de projet de société, c'est un peu l'objectif qu'on vise. Qu'est-ce que le parti compte faire pour la population? Qu'est-ce que le parti fait bénéficier à la population? Maintenant, quand on parle de programme de gouvernement, quels sont les moyens qu'on veut utiliser pour mettre en œuvre ce projet? Voilà, c'est en ce sens qu'on parle de projet de société et programme de gouvernement. Et maintenant, pour revenir sur ce dont il a parlé, pour ceux qui ont lu le livre programme du programme Gbagbo en 2010, qui est intitulé Bâtir la Côte d'Ivoire, non, Bâtir Côte d'Ivoire, bâtir la paix, suit la démocratie et la prospérité. Ceux qui ont vraiment lu ça, en tout cas, tout ce qu'il vient d'évoquer est contenu, en tout cas dans ce document. Je vous invite à en disposer et à vraiment lire un peu ce programme du président Gbagbo, vraiment, qui est vraiment très riche, où il parle vraiment de tout ce qu'il faut pour que les Ivoiriens vivent longtemps. Toi, c'est ce que Cameron voulait ajouter à ta suite. Donc, vous avez l'opportunité de poser vos questions. Et puis voilà, on a, comme je l'ai dit, on a le camarade Jean Mobo qui est avec nous, qui est aussi en tout cas mieux outillé. Il peut aussi répondre aux questions. Voilà. Oui, camarade, oui. Ça note ou pas? Je sais pas. Oui, vous présentez, vous posez votre question, sans gêne, frère. D'accord. Allez, c'est parti. D'accord, merci. Je suis Tibé Kipré, journaliste. J'étais l'ancien chargé de la communication de FPI France Métropolitaine. Donc, sous Georgette Nekalo, oui. Sous Georgette Nekalo, oui. La première question, on le sait, la condamnation du président Laurent Gbagbo, c'est clair qu'elle a deux volets. Elle est politique et judiciaire. L'aspect judiciaire, on le laisse gérer. Ils connaissent ce travail. Mais l'aspect politique, on le laisse gérer ça. Est-ce que l'aspect judiciaire, où en est le parti à ce niveau-là? Ça, c'est d'un. De deux, on est d'accord que le président Gbagbo, le président idéal, hein, il est le candidat idéal du parti. Mais celui qui est en place, Ouattara, dans son élan de confisquer le pouvoir, s'il ne le laisse pas se présenter, le parti fait quoi? Ce sont mes deux questions pour l'instant. Oui. Donc vous répondez après ou... Non, on recueille les questions. Mieux pour répondre. C'est plus simple de répondre quand ça c'est difficile. C'est plus facile de répondre. C'est plus simple. Oui, il a dit l'aspect judiciaire de la condamnation du PM. Et si vous attendez dans les espaces se présenter, c'est ce que le parti fait. Tu peux répondre si vous voulez. Oui, d'accord. Oui. On peut commencer, puis on va compléter. Sur la condamnation juridique dont parle judiciaire, autant pour moi judiciaire, donc là on ne parlera pas du volet politique, mais sur le volet judiciaire. Déjà, il faut se fier à la réponse de Gbagbo quant à cette condamnation. Il a dit cette condamnation, il ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas parce que d'abord, comme l'a si bien dit, il est ancien chef d'État. Et un ancien chef d'État, dans notre constitution, il n'est pas jugé par n'importe quelle juridiction. Ça, nous le savons. Et puis, de ce que nous savons également, il était à La Haye quand il a été jugé. Donc, jamais
on ne lui a notifié ce jugement. Et quand le gouvernement dit que le président Gbagbo ne s'est pas présenté, le président n'a pas reçu de convocation. Et le gouvernement a aussi appelé la peine et dit qu'il ne savait pas où le président Gbagbo se trouvait. Ce sont eux qui l'ont déporté à la CPI. Donc ce jugement arbitraire, cette condamnation en tant que arbitraire, jusqu'à ce jour, le PPACI et le président ne reconnaissent pas ce jugement. Nous, on ne le reconnaît pas. Et c'est en ce sens que nous allons faire main et pieds pour démonter cette injustice et faire en sorte que le président soit sur la liste électorale. Et ça, le parti se donne les moyens de le faire. Aujourd'hui, dans notre parti, nous avons ce qu'on appelle un conseil stratégique politique. Ce sont des cadres du parti qui réfléchissent à toutes ces éventualités. Je ne vais pas ici, c'est vrai que là, c'est la question des journalistes, je ne vais pas ici dévoiler ce qui est se fait aujourd'hui, ce qui se réfléchit dans l'antichambre du parti, mais là-dessus, c'est pour rassurer les militants que le parti y veille. Et quand, malgré cette décision unique du pouvoir Ouattara, le parti va à une convention et que le parti désigne le président Gbagbo comme candidat, c'est parce que le parti a réfléchi mûrement vraiment à cette opportunité. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas à douter. Nous, militants, on ne doute pas. Si on a dit de faire du président Gbagbo notre candidat, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. On fera en sorte, comme on l'a toujours si bien fait, on va lutter avec les moyens démocratiques qui vont se présenter à nous pour faire les moyens, pour faire en sorte que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale et qui compétisse et qui gagne les élections présidentielles. C'est ce que je tenais à donner comme réponse. Je voulais rassurer un peu sur ce que le camarade a dit. Le président Gbagbo, il est condamné pour quoi? Braquage à main armée de la BCEAO. Braquage à main armée de la BCEAO. Et même il y a eu un vol de cafetière. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, monsieur le journaliste, de vous à moi, est-ce que quand vous regardez les gens qui vont braquer les gens là, est-ce que Laurent Gbagbo il ressemble à quelqu'un comme ça? Comment un ancien président qui a fait 10 ans au pouvoir peut prendre une calache et des hommes, c'est-à-dire que je dirais même une armée, pour aller braquer une banque? Comment? Donc le président Gbagbo n'est pas un braqueur. C'est faux, c'est une injustice. On le condamne pour qu'il soit frappé d'inéligibilité pour l'écarter en 2025. Voilà l'objectif. Mais qu'est-ce que nous on va faire si Ouattara ne le laisse pas aller aux élections? C'est pourquoi on est ici. C'est quoi on va faire là? C'est ça qu'on est en train de faire là. Mobiliser les militants, augmenter le nombre de militants du PPACI, les mettre en ordre de bataille. Quand je dis ordre de bataille, c'est les manifestations. Ça se comprend, oui. Les Sénégalais là. Mais Macky Sall voulait aller aux élections. Il voulait aller à un troisième mandat, il voulait aller. Il avait l'intention, c'était clair. Si. Mais les Sénégalais ont battu le pavé. Ils ont sorti par milliers à Paris. Ils sont allés à la CPI. Ils sont allés en Suisse. Ils sont allés aux États-Unis. Ils ont manifesté partout. Ils ont embêté Macky Sall. Il a reculé. Il a reculé. La pression populaire fait reculer toutes sortes de dictateurs. Le dictateur a peur du peuple qu'une armée même. Parce que dès que tu soulèves une armée, ils vont dire ah c'est des terroristes. Ils vont voir leurs amis là, les États-Unis et l'Union européenne, ils vont des tactiques de groupes terroristes, groupes radicaux, groupes extrémistes. Tu ne peux plus rien devenir. Or, un peuple à main nue, de quoi tu vas l'accuser? De quoi tu vas l'accuser? Donc, c'est pourquoi nous avons lutté pour la lutte pacifique. Et avec le président Gbagbo, comme il a dit, les marches, ça marche toujours. Croyez-moi, chers camarades, quand on va véritablement commencer la rue,
Ouattara va mettre le nom de Gbagbo sur la liste. J'en suis convaincu. Voilà. J'ai une question, s'il vous À plaît. mon avis, il faut même ajouter que le candidat potentiel est sûr de son fait. Si je me réfère à l'interview qu'il a accordée au journaliste Poka, j'y irai. Oui. Quand ils seront fatigués de leur tremblante, ils vont me mettre sur la liste. C'est tout. C'est une question qui... Je voulais juste rajouter quelque chose sur l'aspect juridique. Si on reste sur le contexte uniquement juridique, le problème il est déjà réglé. Voilà. Parce qu'au niveau de la forme, il est déjà réglé. Il n'y a pas de jugement en fait. Parce que la juridiction qui a pondu le fameux jugement là n'existe pas en fait. Ce n'est pas cette juridiction qui doit juger le président Gbagbo. Et si on poursuit la fiction, c'est-à-dire si on doit revenir à un procès, il faut qu'il y ait une plainte. Une plainte en bonne et due forme, pas de l'État de Côte d'Ivoire, mais de la BCEAO qui aurait subi ce fameux braquage. On reste que dans le contexte juridique. Et c'est à partir de là que la justice va se mettre en ordre de bataille pour réunir la juridiction censée juger les anciens chefs d'État et les anciens ministres, parce qu'il faut le dire. Parce qu'après, on peut vous retorquer que oui, non, mais on a jugé des ministres, on a donné un jugement. Et des gens même qu'on a initiés. Donc, quand vous suivez bien l'affaire, vous savez que l'affaire a quitté maintenant le contexte juridique pour être dans le contexte politique. Donc, c'est pour ça que le président Gbagbo dit, mais si c'est un contexte politique, il est simple. Monsieur Kubert, vous réinscrivez le nom sur les gens et on a fait les démarches pour ça. C'est aussi simple que ça. Parce que juridiquement, c'est déjà réglé, il n'y a pas de jugement. Même condamné. Surtout la voix, c'est pas Kabé qui condamne, non, pas du tout. Mais on est dans une Côte d'Ivoire du Ouattara. Mais c'est ce que vous avez compris. Que vous connaissez Bon. Donc, c'est pour ça que autant ou mieux que moi. Gbagbo connaît dit, Vous voyez ce que je veux dire? ce qu'on va faire. Ils sont dans une autre logique. Qui n'est pas la logique normale. Mais oui, mais C'est ça, c'est là le danger en fait. Mais comprenez bien. C'est ça qui est inquiétant. Vous avez dit, vous dites, si vous êtes journaliste, Ouattara, en 92, quand il y a eu la manifestation, c'est pas la nuit, on a pondu une loi sur les casseurs, et que la journée, on sait qu'il y a une manifestation qui va se dérouler le lendemain matin, que la journée, on vient appliquer, les gens ont cassé. On a tous suivi ça. Mais c'est le même Ouattara qui fait les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, Gbagbo qu'on a donné la solution. Un élément de réponse, ouais. Oui, nous, on ne va pas aller au PPACI, nous, on n'a pas cette culture de la violence, on ne va pas aller casser, on ne va pas aller brûler. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas aller brûler la maison que je veux peindre, que je veux embellir pour que les gens puissent y vivre. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a, on va aller manifester selon toutes les règles démocratiques. Et comme on le dit, le temps étant l'autre nom de Dieu, eh bien, il cédera. Il cédera. Voilà. Le frère a dit, on est dans la Côte d'Ivoire de Ouattara. Ça m'a fait tiquer. Nous sommes aussi dans la Côte d'Ivoire des Ivoiriens et des Ivoiriens et du peuple de Côte d'Ivoire. On a ici deux logiques en face. Une logique de répression et une logique de conquête de pouvoir. Donc ces deux logiques-là, il ne faut pas entrer dans la logique, comme vous le faites remarquer, dans la logique de Ouattara. Non. Tu es perdant si tu rentres dans sa logique. Donc voilà ce que la remarque que je voulais faire. Merci bien. Il faut dire aussi que le procès en lui-même, comme on l'a dit, c'est du faux. Parce que pour convoquer quelqu'un à la justice, il faut qu'il y ait un plaignant. Qui s'est plaint? Personne. Qui s'est plaint? Tous les bilans annuels ne mentionnent nulle part que Gbagbo a cassé la BCEAO. C'est de la comédie. C'est pour dire ça à la Côte d'Ivoire. Mais s'il ne trouve pas des garçons devant lui, il pensera qu'il est le seul à danser sur la piste. Il faut qu'on soit deux à danser, c'est ce qui va se passer. C'est tout. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Alors, il y a quelqu'un avant moi. Oui, pardon. Avant vous, ouais. Oui. Le nom? Dali, Mesmer. Dali. Ouais. Non, pas de problème grave. Non, il n'y a pas de problème. Alors, vous venez de constater, enfin, moi, ce n'est pas une question en réalité, hein, mais je veux critiquer pour que mes critiques aillent plus loin. D'accord? Parce qu'en fait, vous venez de dénoncer ce que Ouattara a fait. Et ce qu'il fait, il continue de faire. Je pense qu'en son temps,
Gbagbo, on s'est rendu compte qu'il n'a rien volé, il n'a rien pris. Mais n'oublions pas que dans son gouvernement, il y a des gens qui sont enrichis. Vous qui êtes là devant moi, vous êtes une jeune génération. Mais d'abord, il faut poser les problèmes pour apporter les solutions. Il y a des gens qui sont enrichis sérieusement en Côte d'Ivoire. Des milliardaires, les nouveaux riches. Au Trésor, il y avait des détournements avec des fausses factures. Et ça continue encore. Aujourd'hui, si Gbagbo revient au pouvoir, et je souhaite qu'il revienne, parce que je l'ai voté dans son temps, je n'étais pas FPI, mais je l'ai voté, et je souhaite qu'il revienne. Mais comment gouverner la Côte d'Ivoire pour que ces choses-là qui sont passées ne reviennent plus? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, on parle de Big Togo, mais avec Gbagbo, il s'est enrichi avec Gbagbo aussi. Il y a plusieurs comme ça. Et qui sont là, qui sont milliardaires, parce qu'ils sont devenus ministres, ou bien qui sont fonctionnaires, ils sont milliardaires. Ça rend nerveux. Qu'on soit... Oui, mais c'est fou ça. Ça rend nerveux. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de contrôle. Tout se passe en liquide. C'est pas normal. Et tout le monde est complice dans ce vol-là qui existe. Parce que pour faire un papier, il faut payer quelqu'un. Ça ne va pas, ça. Ça rend nerveux. Donc, désormais, il faut qu'un ministre soit, comment dirais-je, jugé parce qu'il a détourné de l'argent. Il faut qu'un directeur général soit jugé parce qu'il détourne de l'argent. Le trésor public, il y a du vol actuellement. Gbagbo, à son temps, était obligé de donner des milliards pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas eu d'ailleurs. Donc, cela fait de lui quelqu'un qui a financé la rébellion. Non, mais je veux dire de façon indirecte. Mais ce que je dis, ce que je constate. Le Burkina Faso a eu des milliards, comme ça, des milliards qu'ils ont donnés à Blaise Compaoré pour calmer, mais ça ne s'est pas calmé. Je suis certain de quoi je parle. Voilà. Très bien. Je sais de quoi je parle. Donc, vous permettez, je n'ai pas fini. Il y a quelqu'un qui est S'il vous plaît, parlez pas ensemble. Je n'ai pas fini, mais je mets le pied dans le plat pour qu'on en discute. Vous qui êtes là, vous êtes des jeunes générations. Ceux qui ont volé ne sont plus là. Il y a beaucoup qui sont morts. Et Ouattara est venu voler leur argent encore qu'ils avaient volé. Il les a volé encore ça. C'est ça le vrai problème. Donc on ne doit plus voler en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est clair. Parce qu'il y a tellement de voleurs. Très bien, c'est bien noté. Hein? Kamara Conseiller. Il y a beaucoup de voleurs. Et de plusieurs façons, je peux citer des endroits où ça vole. Alors, chers camarades, je voulais vous répondre simplement que ce problème-là, la cession du président Gbagbo au pouvoir, ce problème a été réglé. Ah bon? Ben oui, bien sûr. ça a été réglé. Parce que si vous vous souvenez bien, quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, on a demandé à tous les ministres, tous les directeurs généraux de faire la déclaration de leurs biens. Et à l'entrée, et oui, et à la sortie. Et le président Gbagbo lui-même, a déclaré son salaire, qui était basé sur l'indice des magistrats, des plus hauts magistrats, et qui était de 9 500 000 par mois, son salaire, en tant que président de la République. Tout a été déclaré, et la déclaration de ses biens. Donc c'était pour faire la comparaison à l'entrée et à la sortie. Maintenant, dans la gouvernance, le président Gbagbo ne peut pas être le gendarme de tout le monde. Il y a les convictions de chacun. C'est pour ça que je dis en Côte d'Ivoire, il y a deux voies qui sont simples. Quand tu veux t'enrichir, crée ton travail, crée de la richesse, crée tes activités, tu vas t'enrichir. Mais tu es fonctionnaire d'État, tu as un salaire. Autant de Gbagbo, les salaires des ministres, on les connaissait. Le premier ministre a fini ça avec 6 500 000. Hein? Aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu as un salaire de 6 500 000. Moi, je pose la question. Un directeur général qui a 3 500 000 par mois, vous pensez qu'il peut vivre dans une maison de 100 millions? Dites-moi. Donc, si vous voyez quelqu'un avec ce salaire, avec une maison de 100 millions, posez-lui la question. Bien sûr. Donc voilà, mais ça c'est pas propre, au président Gbagbo, c'est propre à l'Ivoirien. Non, mais je vous ai dit que Gbagbo, on s'est rendu compte qu'il n'avait rien volé. Mais il y a des gens qui l'ont accompagné. Mais c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas propre à un régime, c'est propre à une mentalité de la population. Regardez, excuse-moi camarade, regardez maintenant, quand on vient à la gouvernance du président... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.